J'ai sacrifié mon bras pour devenir riche. Les histoires de Plovdiv. Je suis un homme de 35 ans et comme beaucoup d'autres, j'ai dû quitter mon pays natal à la recherche d'une vie meilleure. Avant de partir, j'exerçais le métier de mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel. C'était un travail qui me passionnait et j'avais acquis une solide expérience en réparant toutes sortes de machines, camions, tracteurs, engins de chantier. Mais la réalité économique et les difficultés de la vie m'ont poussé à tenter ma chance ailleurs. Lorsque je suis arrivé dans ce pays étranger, plein d'espoir, je me suis vite heurté à un mur. Je n'avais aucun document en règle. Sans papier, il était impossible d'accéder aux emplois qualifiés qui correspondaient à mes compétences. Les entreprises exigeaient des permis de travail et des pièces d'identité valides, des choses que je n'avais pas. J'étais donc contraint d'accepter n'importe quel travail pour survivre. C'est ainsi que j'ai trouvé un emploi dans une ferme. Le travail était dur, pénible et mal payé, mais je n'avais pas d'autre choix. Je me levais à l'aube pour m'occuper des bêtes, labourer les champs, entretenir les machines agricoles. Je n'étais qu'un simple ouvrier, invisible aux yeux de ceux qui profitaient de ma sueur. Mais le destin m'a offert une opportunité. Le propriétaire de cette ferme avait un contrat avec une mine locale. Il lui arrivait de fournir du matériel et des services à cette mine, et un jour, il a découvert que j'avais des compétences en mécanique. Voyant que j'étais travailleur et débrouillard, il m'a proposé de me former pour devenir mécanicien d'équipement diesel, un poste essentiel dans le secteur minier. J'ai accepté sans hésiter. C'était une chance inespérée de faire ce que j'aimais et peut-être de sortir de la précarité. Très vite, j'ai appris à entretenir et réparer les énormes engins utilisés dans les mines. C'était un travail exigeant qui demandait de la précision et une grande endurance, mais j'étais motivé. Enfin, je pouvais mettre à profit mes compétences et espérer un avenir meilleur. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que, même en travaillant dur, un étranger sans papier reste un étranger aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir. Financièrement, la lutte était constante. Mon salaire était dérisoire comparé à celui de mes collègues, qui sont citoyens du pays dans lequel je suis, qui faisaient pourtant le même travail que moi. Chaque mois, je peinais à joindre les deux bouts. Tandis que mes collègues locaux pouvaient économiser, planifier leur avenir et envoyer de l'argent à leur famille, moi, je devais choisir entre manger à ma faim ou mettre un peu d'argent de côté pour survivre aux imprévus. Pour moi, l'histoire était bien différente. Chaque fois que je partais sur un site, on me lançait la même phrase. « Trouve un arrêt de camion ou un coin où dormir, sinon tu vas gaspiller de l'argent. » Je n'avais pas le droit aux maisons d'hôtes, pas même à un lit convenable. On ne me considérait pas comme un travailleur à part entière, mais comme une charge dont il fallait minimiser les coûts. Alors, je dormais comme je pouvais. Parfois, je trouvais un petit abri près d'une station-service, sous un camion ou sur un simple morceau de carton posé à même le sol. D'autres nuits, je restais éveillé, assis dans un coin, luttant contre la fatigue et le froid, à l'affût du moindre danger. Je savais que c'était injuste, j'en étais pleinement conscient. Mais à chaque fois que j'essayais de me plaindre, cet homme, il me coupait net. Son discours était toujours le même. « Tu n'es qu'un ouvrier agricole. Pourquoi veux-tu te comparer aux citoyens qui travaillent, à la mine? Tu sais bien que les mines paient plus que l'agriculture. Comment veux-tu que je te paie beaucoup d'argent alors que tu n'as même pas de compte bancaire? Tu n'as pas de papier, tu ne peux même pas ouvrir un compte. » Comme si cela justifiait mon salaire misérable. Et pour éviter de me payer en espèces, il trouvait toujours une excuse. Je ne garde pas de liquide ici avec moi. Je devais toujours attendre, quémander mon propre argent. Un jour, j'en ai eu assez. Je me suis assis seul, sous un arbre, et j'ai longuement réfléchi. Est-ce que c'était ça, ma vie? C'est ainsi que j'ai arrêté de travailler avec cet homme. Quelque temps après, j'ai trouvé un autre travail dans la même ville chez un employeur d'origine nigérian. Au début, l'argent que je gagnais là-bas me semblait correct. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour vivre un peu mieux que dans mon ancien travail. Je ne posais pas trop de questions, je me contentais de faire ce qu'on me demandait. Mais très vite, j'ai commencé à observer ce qui se passait réellement autour de moi, et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un simple garage, c'était un atelier clandestin. Un garage clandestin où les voitures volées arrivaient en pleine nuit et, au petit matin, elles étaient totalement méconnaissables.
En quelques heures seulement, une berline ou un SUV volé devenait un véhicule neuf, prêt à être revendu ou expédié ailleurs. Je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué. Je n'étais pas un criminel, je n'avais jamais voulu l'être. Je ne peux pas rester ici. Je suis un homme droit, je ne veux pas faire partie de ce réseau criminel. Il fallait que je parte, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, quelque chose d'étrange m'est arrivé pendant que je travaillais pour ce Nigérian. Cet homme n'était pas qu'un simple garagiste clandestin, il manipulait aussi des forces occultes. Son bureau était rempli de gris-gris, de fétiches et d'objets mystiques. Un soir, un tout nouveau Toyota a été amené au garage. À peine arrivé, j'ai su qu'il s'agissait d'une voiture volée. Elle était intacte, encore brillante, et pourtant, elle allait être démontée avant l'aube. Mais cette fois-là, les choses ont pris une tournure inattendue. Un convoi entier de policiers est arrivé, sirènes éteintes, mais avec un air sérieux. Ils sont entrés dans la cour, regardant autour d'eux avec méfiance. L'un d'eux a immédiatement demandé les papiers du Toyota. Je me suis dit que c'était fini pour nous, que cette fois, ils allaient fouiller le garage et tout découvrir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'un des policiers, qui se tenait près du Nigérian, a soudainement bâillé, comme si une fatigue inexpliquée venait de l'envahir. Le Nigérian a alors souri, s'est approché et lui a posé la main sur l'épaule avant de dire avec calme « Ah, officier, et si nous allions discuter dans mon bureau ?» C'était toujours la même technique. Chaque fois qu'un policier venait enquêter, il les accueillait avec une poignée de main, un geste amical, et posait sa main sur leur épaule. Et à partir de ce moment-là, tout changeait. Le policier semblait désorienté, comme hypnotisé. Il ne posait plus les bonnes questions, il oubliait pourquoi il était là, et en quelques minutes, il repartait sans approfondir l'enquête. À ce moment précis, j'ai compris une chose. J'ai donc quitté cet endroit, convaincu que je ne pouvais pas continuer à travailler dans un milieu aussi sombre. J'étais fatiguée de vivre dans cette insécurité. Alors un jour, je me suis dit qu'il valait mieux rentrer chez moi, pauvre mais libre, plutôt que de continuer à espérer une richesse que ce pays refusait de me donner. Je suis donc retournée chez moi, j'ai ouvert mon propre petit garage, spécialisé dans la réparation des voitures. Ce n'était pas grand-chose au début, mais c'était à moi. Mon propre business, ma propre indépendance. Un jour, le destin m'a mis sur la route d'un ancien camarade de l'université. Lui, il avait réussi. Il vivait désormais en Europe, je l'ai regardé, et sans même m'en rendre compte, j'ai lâché. « Tu as de la chance ?» Il a souri et m'a répondu calmement. « Ce n'est pas de la chance, mon frère. Je me suis marié à une femme européenne. Maintenant, je suis résident là-bas. » Puis, il m'a fait une promesse. « Avant de repartir, je vais t'aider. » Ce jour-là, il est venu au garage. Mais je n'étais pas là. Quand j'ai appris qu'il était passé, j'ai immédiatement cherché à le contacter. Mais c'était trop tard. Il m'a répondu « Ah, je suis déjà retourné en Europe. » Puis, après un moment, il m'a envoyé un numéro WhatsApp. Il m'a dit « Parle à ce vieil homme, c'est lui qui m'a aidé. Mais attention, dis-lui bien que c'est moi qui t'ai donné son contact, sinon il ne te répondra jamais. » J'ai donc commencé à échanger avec ce féticheur. Lors de notre rencontre, il m'a regardé droit dans les yeux et a lâché une somme astronomique, 3 millions. J'ai failli éclater de rire. 3 millions ? Comment aurais-je pu avoir autant d'argent alors que je luttais chaque jour pour payer mon loyer ? Voyant mon hésitation, il a pris un ton plus grave. « Si tu n'as pas cet argent, je vais parler à un de mes amis. Il cherche un organe humain. » Tout choqué, je lui demandais « Un organe humain ? Mais où vais-je trouver ça ?» Il m'a fixé, impassible. « Tu es un homme, trouve une solution. Ou bien, seras-tu prêt à échanger une partie de ton propre corps contre la richesse ? Réfléchis-y bien. » Il voulait tester mes limites, pensais-je. Alors, dans un élan de désespoir absolu, j'ai dit « Oui, n'importe quoi, tu peux même prendre mon zizi. » Le silence s'est installé. Parce que quand un homme en arrive à un tel point de détresse, prêt à abandonner sa virilité en échange de la richesse, cela veut dire qu'il a atteint le fond du gouffre. Même le plus pauvre des hommes sait que la dernière chose qu'il voudrait perdre, c'est son organe reproducteur. Car c'est là que réside sa fierté. Le féticheur m'a regardé un long moment avant de dire « Va réfléchir. » Mais réfléchir à quoi ? Qu'avais-je encore à perdre ? À ce moment-là, j'étais arrivé au bout du chemin. La pauvreté m'avait broyé. J'avais tout perdu. Je n'avais plus rien, juste un corps fatigué et un esprit brisé. Alors, j'ai repensé à ces paroles de Jésus dans Matthieu 18, 8. «
Il vaut mieux entrer au paradis avec un seul œil ou une seule jambe que d'aller en enfer avec un corps entier. Et je l'ai interprété à ma façon, de la manière qui me convenait dans cette situation. Le paradis et l'enfer sont ici, sur terre. La richesse, c'est le paradis. La pauvreté, c'est l'enfer. Quand on meurt, tout s'arrête. Notre univers disparaît. Mais en attendant, ici, sur cette terre, mieux vaut perdre un œil et être riche que de souffrir avec un corps entier. J'ai donc conclu un accord avec ce féticheur. Ils m'ont alors expliqué que je devais sacrifier une partie de mon corps. J'ai réfléchi. J'ai choisi mon bras gauche, parce que je suis droitier, et que je pouvais encore travailler avec mon autre main. On m'a alors donné des herbes à boire, et on m'a dit que mon bras allait commencer à pourrir. Après avoir bu les potions, on m'a aussi piqué avec quelques aiguilles dans le bras gauche. Très vite, une douleur intense s'est installée et je suis rentré me coucher. À mon réveil, une terrible démangeaison a commencé. Ce n'était pas une simple irritation de la peau, c'était à l'intérieur, sous la chair. J'avais l'impression que je devais gratter sous ma peau. Chaque fois que je me grattais, ma peau commençait à se détacher. Et je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais comme possédée. Une force incontrôlable s'était emparée de moi. Je ne ressentais plus la peur, juste une obsession incontrôlable. Je devais gratter. J'ai attrapé un bâton et j'ai commencé à frotter ma peau avec frénésie. Plus je grattais, plus ma chair s'ouvrait. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était plus fort que moi. On m'avait donné des charmes, censés empêcher la panique. Mais comment ne pas paniquer en voyant ses propres veines apparaître sous une peau en lambeaux? La douleur était insoutenable, mais elle était immédiatement suivie d'une démangeaison plus forte encore, une sensation perverse qui m'obligeait à continuer, encore et encore. Et là, c'était trop. Une douleur indescriptible m'a traversé le corps. Un choc si violent que je me suis effondré, inconscient. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne sentais plus mon bras. Un épais bandage l'enveloppait jusqu'à l'épaule. J'ai compris. C'était fini. J'avais perdu mon bras. La douleur était un tourment constant, comme si mon corps entier criait de souffrance. On m'a emmené à la clinique, mais tout ce que j'entendais, c'était des mots que je ne comprenais pas. Des médecins parlaient, discutaient de mon état, mais pour moi, c'était comme un bruit lointain, une autre réalité. Puis, on m'a transféré à l'hôpital principal où j'ai passé un mois entier sous traitement. De temps en temps, le féticheur envoyait quelqu'un me donner des herbes à boire. Ces potions m'aidaient à supporter la douleur, mais au fond, le vrai mal était dans ma tête. Petit à petit, je me suis habituée à l'idée. Un bras en moins, mais une nouvelle vie qui commençait. Aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mon propre garage, mon argent, ma liberté. Mais ce que peu de gens savent, c'est comment j'ai bâti cette réussite. Dans ma chambre, derrière une porte, se trouve un autel secret. Un lieu sacré où repose une partie de la chair que j'ai sacrifiée ce jour-là. C'est là que je fais mes invocations. Quand l'argent vient à manquer, je ne panique pas. Je sais exactement quoi faire. Je m'agenouille devant mon autel et j'invoque le diable. Je lui parle comme un serviteur parle à son maître. Ensuite, je prends un poulet, je l'égorge rituellement, j'arrache ses plumes une à une, puis je le dépose sur l'autel. La nuit passe. Et au matin, le poulet a disparu, entièrement dévoré par une créature invisible. À sa place, je trouve des liasses de billets, fraîches et bien empilées. C'est cet argent qui fait tourner mon entreprise, qui me permet de payer mes employés même quand le commerce ralentit. Moi, je n'ai qu'un bras, mais je profite de la vie comme je l'entends. Vraiment, quelle folie, quelle hérésie! Mais Jésus-Christ a-t-il réellement voulu dire qu'il fallait sacrifier des parties de son corps pour obtenir la richesse? Pas du tout. La véritable richesse est celle qui vient de l'effort, de l'honnêteté et de la paix intérieure, et non celle qui vient du sang et du sacrifice. Malheur au monde à cause des pièges. Ne vous laissez pas berner. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre sa parole. Si tu as appris de cette histoire, n'oublie pas de laisser un pouce et de s'abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.